Et alors d'ailleurs, on m'annonce que Régis Le Sommier aura un petit peu de retard. Donc David Engels, bonjour. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez rester avec nous jusqu'à 9 heures. Donc on en est ravis. Merci Pas de donc souci. d'être avec nous une semaine de plus. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de l'AfD. Une fois n'est pas coutume, même de l'Allemagne, puisque ce qui s'est passé ces dernières semaines dépasse tout entendement et est de très mauvais augure pour ce qui pourrait aussi arriver en France. Oui, tout à fait. Je vais vous parler de 3 cas de figure assez préoccupants et dont on n'a, pour ainsi dire, pas entendu parler dans les médias français. Alors tout d'abord, signalant à Ludwigshafen l'exclusion brutale de Joachim Paul, le candidat du parti patriote AfD, des élections communales du 21 décembre 2025. Un événement loin d'être un simple fait divers. Ancien professeur et chef d'établissement scolaire, Paul siège depuis 2016 au Landtag de Rhénanie-Palatinat. Il a aussi été numéro 2 de son groupe politique jusqu'en 2021. Or, le 5 août, le comité électoral municipal a tout simplement refusé son enregistrement sur les listes, au motif que le comité ne peut pas garantir son engagement honnête en faveur de l'ordre démocratique allemand. Mais que reproche-t-on exactement à Paul? Alors, tenez-vous bien, l'homme politique aurait publié des articles dans le magazine autrichien libertaire Freilich. Il connaîtrait des personnes de la nouvelle droite. Il aurait participé à une conférence où l'on aurait parlé aussi de rémigration. Il aurait été actif dans une corporation estudiantine et alors, comble de la honte, il aurait posté une référence positive par rapport au Seigneur des Anneaux de Tolkien dans les médias sociaux. Voilà en gros ce qui suffit dans l'Allemagne de l'an 2025 pour être tout simplement rayé comme extrême droite d'une liste électorale. Alors évidemment, Joachim Paul a rentré en recours en justice, mais le tribunal administratif l'a rejeté le 18 août. Décision ensuite confirmée par le Oberverwaltungsgericht de Koblenz le 25 août. Juridiquement, la raison donnée est très simple et très glaçante. Avant le scrutin, les juges n'ouvriraient la porte à une révision qu'en cas d'illégalité manifeste. Sinon, on préfère renvoyer le cas en contrôle a posteriori pour ne pas déstabiliser l'élection en cours. Les juges n'ont donc nullement confirmé une quelconque inconstitutionnalité personnelle de la part de M. Paul, mais estiment simplement qu'il existe des indices suffisants permettant au comité d'écarter le candidat de manière, pour ainsi dire, prophylactique, et que le contrôle, s'il doit avoir lieu, se fera après coup, une fois le tour joué. Décidément, la RDA n'est plus très loin. En France, l'exclusion de Marine Le Pen se basait au moins sur un simulacre de condamnation pénale, mais là, Oui, exactement. Le message est très clair. Si l'on n'interdit pas tout simplement la AfD, et d'ailleurs on s'en approche à grands pas, l'on exclura simplement tous les candidats patriotiques des listes électorales qui auraient un minimum de chances de succès. On n'est plus très loin de Staline qui aurait dit que le contrôle sur l'État n'appartenait pas à celui qui comptait les votes, mais celui qui établissait les listes électorales. Mais venons-en au prochain cas, l'affaire Marla Svenja Liebig, plus satirique mais également préoccupante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sven Liebig est une figure de la droite bien établie depuis les années 1990, inculpée notamment pour incitation à la haine, vente en ligne de batteurs de baseball avec inscription aide à la rémigration et violence en marge de mobilisation anti-Covid. Alors Liebig ayant été condamné maintenant à une peine de prison il y a quelques semaines, il a choisi de faire un énorme pied de nez à la gauche allemande en se servant justement du fameux Selbstbestimmungsgesetz, c'est-à-dire c'est cette loi odieuse votée fin 2024 permettant désormais à tout citoyen allemand de modifier son sexe légal par une simple déclaration administrative sans aucune nécessité d'examen psychologique ou médical. Sven Liebig s'est donc fait déclarer femme, a adopté le nom officiel de Marla Svenja Liebig et a popularisé partout des photos hilarantes qui le montrent homme imposant de 55 ans avec moustache grise, portant maquillage, boucles d'oreilles et vêtements féminins. Ce qui plus est, il vient de rendre à la gauche la pièce de sa monnaie en ouvrant désormais des milliers de procès contre quiconque continuerait encore d'utiliser son ancien pronom masculin, obligeant ainsi la gauche tout entière maintenant à le désigner comme femme, de peur de devenir victime des mêmes lois absurdes qu'elle-même vient d'imposer à tout le pays. Et sommet de la provocation, Liebig
vient de requérir le droit de purger sa peine de prison dans une prison pour femmes à Chemnitz. Alors là, immédiatement, les médias se sont déchaînés. Bien sûr, le genre n'est qu'une construction sociale, bien sûr, la masculinité toxique et le patriarcat doivent être démantelés, bien sûr, les droits des queers doivent être toujours élargis, bien sûr, l'État doit punir quiconque ne jouerait pas le jeu, mais alors qu'une personne de l'extrême droite et non pas de l'extrême gauche puisse réclamer pour elle précisément ces mêmes privilèges, alors là, impossible. Réaction politique ne s'est pas fait attendre non plus. Même le ministre social-chrétien de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, dénonce un exemple flagrant de détournement du droit et réclame donc une refonte de la loi pour en limiter les abus par la droite. Mais les socialistes, pour le moment, ou les sociodémocrates, restent fermes. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les lois des trans ont absolue priorité. Dès lors, Marla Svenja Liebig a bien été convoqué de se rendre à la prison pour femmes de Chemnitz. Mais là, nouveau pied de nez, le provocateur vient de prendre la fuite et a demandé l'asile politique en Russie, où il se trouve à ce moment même. Et c'est rassurant que nous, les Français, ne soyons pas les seuls à posséder une classe politique qui se ridiculise de jour en jour un peu plus. Oui, en effet. Et plus elle se ridiculise, plus elle tente évidemment de conserver le contrôle par les moyens les plus autoritaires, en Allemagne comme partout ailleurs. Mais examinons maintenant le dernier cas, peut-être le plus préoccupant. Ainsi, en Rhénanie du Nord-Westphalie, la campagne électorale vient d'être bouleversée par une série de décès qui suscitent à la fois tristesse, mais aussi interrogation et soupçon. En l'espace de quelques jours à peine, 7 candidats, enfin peut-être qu'il y en a même plus maintenant, mais en tout cas, quand j'ai vérifié la dernière fois, 7 candidats du parti d'opposition de droite AfD aux élections municipales du 14 septembre ont perdu la vie. Une accumulation assez troublante, au point que certains parlent même d'improbabilité statistique. Même Elon Musk, jamais avare de commentaires sur l'actualité internationale, s'en est étonné publiquement. Alors certes, la police, les médias et les autorités électorales l'ont répété, dans tous les 7 cas, il s'agirait de causes naturelles ou de circonstances personnelles tragiques. Ainsi, on cite simplement une série malencontreuse de crises cardiaques, de défaillances rénales, de décès consécutifs à des longues maladies, il y aurait même un suicide. Aucun indice criminel n'a été relevé, aucune enquête n'a été ouverte d'ailleurs pour confirmer la thèse d'une action organisée. Alors, certes, le nombre de candidats qui est en jeu, il s'agit maintenant de 20 000 à peu près à travers le Land, relativise quelque part ou quelque peu cette coïncidence. 16 décès ont été enregistrés au total, d'ailleurs, toute formation politique confondue. Pourtant, les théories de conspiration circulent dans tous les milieux de la droite. L'économiste Stefan Homburg évoque une coïncidence quasi impossible, comme le font des dizaines d'autres. Alice Weidel, coprésidente fédérale de l'AfD, reprend aussi l'argument pour dénoncer un climat délétère. Elon Musk, depuis son réseau social, ajoute sa voix au cœur des sceptiques. Il y verrait même une menace pour la démocratie allemande. Autant de réactions donc, qui alimentent les soupçons dans un contexte évidemment nettement plus large, qui est celle de la mise à l'écart progressive de l'AfD, qui est actuellement portée à 25% des intentions de vote et qui est tête à tête avec les chrétiens démocrates du chancelier Merz, écartement donc ou non de la protection des valeurs démocratiques. Car c'est bien là que réside l'interrogation la plus profonde. Même si chaque décès est, selon les éléments connus, explicable par des raisons médicales ou personnelles, leur accumulation crée un climat de doute. Et ce doute se nourrit d'un contexte où certains candidats, comme Joachim Paul, dont on vient de parler plus haut, ont été aléatoirement exclus de scrutin, où les services de renseignement classent le AfD comme suspect d'agissement d'extrême droite, où des membres de la AfD se font agresser et violenter quasi tous les jours par l'Antifa, où les maisons et les voitures de personnages de droite se font vandaliser, voire incendier, sans que la police semble très intéressée à élucider les faits, où les banques ferment les comptes de tout un chacun qui serait connu comme activiste de droite. Bref, où la ligne de partage entre protection de la démocratie et mise sous tutelle des électeurs paraît de plus en plus fragile. Et au fond, le véritable choc n'est pas tant la mort soudaine de cette candidat politique que le fait qu'une part non négligeable de la population soit désormais convaincue que le régime en place est forcément responsable de ces meurtres multiples afin de museler l'opposition.
Exactement. Ce qui encore, il y aurait quelques années, aurait été impensable est maintenant devenu presque une banalité. En Allemagne, il y a des cas de décès de ce style-là et on soupçonne en grande partie que l'État est capable, ou que les élites sont capables d'assassinat politique. On est arrivé maintenant là en Allemagne. Donc en définitive, ces trois affaires, bien que très différentes dans leur nature, dessinent une même tendance inquiétante, celle d'un glissement progressif où la frontière entre l'état de droit et l'arbitraire politique devient de plus en plus poreuse. Qu'il s'agisse de l'exclusion d'un candidat sur la base d'indices absurdes et non de faits établis, de l'hypocrisie évidente face à la loi sur la déconstruction du genre, ou encore d'une succession de décès qui nourrit un climat de suspicion corrosif. Toutes ces situations participent à fragiliser la confiance des citoyens dans leurs institutions. Or, sans cette confiance, la démocratie elle-même perd sa légitimité. C'est pourquoi l'Allemagne, et par ricochet aussi la France et l'Europe, devraient prendre très au sérieux ces signaux d'alarme, car ce qui est en jeu là n'est pas seulement l'avenir d'un parti politique, mais bien la crédibilité du système démocratique tout entier. Mmh. Merci David Engels pour cette, chronique. Alors comme je l'ai annoncé, on a encore quelques minutes, avec vous en attendant Régis Le Sommier. Quand vous nous dites que justement, on a la crédibilité du système démocratique qui est en danger, je vais prendre le cas de la France. Il y a des systèmes démocratiques qui ne sont plus suffisamment convaincants pour personne. On le voit en France, après les dernières législatives, il y a une énorme crise de confiance. Actuellement, on a cette, affaire qui secoue, l'opinion publique avec donc, Patrick Cohen et Thomas Legrand qui se retrouvent en train de faire des stratégies politiques avec des cadres du Parti socialiste. Enfin, de toute façon, il n'y a plus de confiance, les Français ne se sentent plus représentés, leur président, jouit de 15 seulement de popularité. Enfin, et pourtant, le régime démocratique tient. Donc finalement, est-ce que, quand, vous finissez votre chronique justement en nous expliquant que ce qui est en jeu et ce qui risque de s'effondrer justement, c'est ce système démocratique si jamais il ne se ressaisit pas. Est-ce que, c'est réellement un risque qui est couru ou bien est-ce que de toute façon, il est tellement ancré dans l'esprit, des gens, l'esprit occidental que, quoi qu'il advienne, quels que soient les abus du pouvoir, qu'on finisse par rentrer dans un système qui finit par assassiner ses opposants politiques, et bien de toute façon, on ne sortira jamais de la démocratie et elle est désormais immuable. Bah, la question, c'est surtout est-ce qu'un tel système peut encore être appelé démocratique Mmh. dans le sens initial du mot, c'est-à-dire permettant véritablement et honnêtement aux majorités de citoyens de s'exprimer sans être obligés de poser partout des balises et d'en venir à des mesures qui sont plutôt autoritaires qu'autre chose. Donc j'ai l'impression que la confiance dans le fait que notre système politique actuel soit encore véritablement une démocratie est en train de s'effondrer. Mais je crois qu'on vit vraiment dans une phase de transition qui me rappelle souvent la fin du communisme, où d'un côté le système semble tenir, où les gens obéissent, ou du moins à l'extérieur, le nombre d'activistes ou de dissidents reste restreint. Donc quelque part ça semble tenir, et puis à l'intérieur, il n'y a plus personne qui le prend véritablement au sérieux. C'est-à-dire tout le monde cite Marx et Engels et Lénine, etc., dans ce qu'il doit faire, mais il n'y a plus grand monde qui y pense vraiment. Donc il y a une certaine érosion de l'intérieur. En même temps, il y a une peur grandissante, comme maintenant en Allemagne, où on croit les élites capables de tout. La question, c'est juste de savoir combien de temps est-ce que un régime qui perd véritablement sa crédibilité peut encore tenir. Alors là, évidemment, on sait très bien que quelque chose comme l'Union soviétique a pu tenir très 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 longtemps, d'autres constitutions ont duré moins longtemps. Moi, je reste toujours ébahi, à la limite en tant qu'historien presque admiratif, devant la capacité de ce système, de ce régime en place, de à chaque fois racheter encore 4 ans de plus, encore 5 ans de plus, alors qu'on voit que les dettes, à tous les niveaux d'ailleurs, accumulées, deviennent de plus en plus écrasantes, ou qu'à un moment ou un autre, ça va péter, si on veut dire, d'un point de vue à l'autre, mais on arrive toujours assez bien à reporter encore une fois, mais à quel prix? Et Mmh. ça, je me demande véritablement quand ce prix-là devra être payé.
Le jour où on assisterait au changement justement, est-ce que vous pensez que ce serait pas un simulacre de changement avec un changement de classe politique, un coup de tonnerre dans les urnes, mais pas de véritable changement de système politique? Parlons, de la France, voilà, la République, on en a eu 5, on pourra en avoir une sixième demain avec, un homme qui se présenterait comme l'homme tant attendu qui va sauver la situation, qui, pour des raisons de communication, pourrait dire: «Bah, voilà, moi je proclame la sixième République, on va changer de système». Dans les faits, est-ce qu'on en a encore les moyens? Je vais être dure, mais ne serait-ce qu'intellectuels pour penser un nouveau régime? C'est une question extrêmement juste que je me pose très souvent aussi quand on pense au Gattopardo, hein, ou dans le fameux roman de Lampedusa, où le conte, je crois que c'est un conte, dit d'ailleurs: «Pour que rien ne change, tout va changer», hein. Donc on peut très bien imaginer comme ça un changement extérieur où de fait la majeure partie des anciennes élites restent en place. Pensons d'ailleurs à la chute du communisme. Moi, je l'ai vécu en Pologne assez directement. Le fait de voir qu'une grande partie des anciennes élites communistes, même après la chute du régime, sont restées en place. Au fond, tout ce que vous avez maintenant en tant que cadre des partis libéraux, socialistes, etc., tous les grands entrepreneurs, en grande partie sont issus de la nomenclatura communiste qui ont tourné leur veste. Donc ça peut être un véritable risque. De toute façon, les continuités d'élite, ça on les connaît toujours. Donc oui, oui, c'est une possibilité qu'on aura un changement de rhétorique où on va nous dire... oui, au fond, on pensait toujours comme vous. Oui, bah, évidemment que c'est clair que la dette n'est pas tenable. Évidemment que la migration est un problème. Évidemment ceci ou cela. Donc bref, que pour toutes les choses pour lesquelles on s'est fait critiquer pendant des décennies comme étant extrême droite, Mmh. subitement vont être acquises dans le public, mais que de fait, ce serait une grande partie des anciennes élites qui restent au pouvoir moyennement, peut-être deux, trois changements un peu plus cosmétique. C'est un véritable risque et je ne suis même pas sûr si la majeure partie de la population s'en rendra compte ou en tout cas s'intéressera assez à cette question-là. Si la politique va dans un meilleur sens, on regardera peut-être pas trop dans les détails comment ça se fait et on tolérera des continuités assez honteuses, je Mmh. crois. Alors ça, c'est, en cas de changement par et des élites. Maintenant, ce que vous nous expliquez, David Engel, ça nous pousse aussi à considérer l'idée selon laquelle si l'on veut véritable changement, il doit venir par le bas et par justement les populations, qui, elles, veulent un véritable changement et ne se contenteront pas de stratégies de communication, de stratégies politiques. Et là, ça mène à s'inquiéter aussi de la forme que ça prendrait puisqu'on le sait, quand le peuple considère qu'il a été floué trop longtemps par ses élites, généralement, il met du temps à se réveiller, mais le jour où il se réveille, c'est souvent extrêmement, douloureux. Oui, tout à fait. Plus ces transitions s'opérera, disons-le très ouvertement, dans la violence, et plus le changement pourra être plus fondamental. On l'a bien vu aussi, une fois de plus, dans la déconstruction des régimes communistes ou socialistes. En Pologne, où on organisait ça autour de discussions de la table ronde, ben, ça s'est fait d'une manière extrêmement douce, si on veut dire, mais alors une douceur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les anciennes structures soient toujours au pouvoir. Donc, plus c'est violent, plus il y a une chance disons, de restructuration institutionnelle et personnelle fondamentale. Mais ça relève évidemment la question, surtout en France et en Europe occidentale, est-ce que ce peuple existe-t-il encore, surtout avec la migration de masse? Est-ce que avec une population qui est déjà maintenant tellement fragmentée, il y a encore une quelconque chance d'une véritable solidarité, disons, des uns, des masses, si on veut dire, ou des citoyens, ou quoi que ce soit, contre une élite, ou est-ce qu'on n'est pas déjà maintenant dans un état tellement fragmenté qu'on n'aura jamais vraiment des majorités, mais toujours des minorités qu'on joue les uns contre les autres. Et ça, c'est un véritable risque. Et d'ailleurs, de mon point de vue, probablement l'une des raisons majeures pour lesquelles on maintient actuellement cette migration de masse vers l'Europe occidentale pour justement déstabiliser au maximum et désolidariser les citoyens. Je Mmh. crois que c'est certainement
des réflexions, en tout cas, qui doivent se passer dans certaines têtes que divide et impera, hein, pour mieux régner, il faut diviser. Et cette division, elle est en pleine, elle est, pour ainsi dire, déjà presque achevée. Mmh. Quand vous nous parlez de ce peuple, effectivement probablement trop fracturé pour pouvoir réussir à s'unir et renverser, les choses par le bas, David Engels, malgré tout, on voit quand même, l'émergence d'une tendance qui pousserait les gens à se regrouper, avec, leurs proches, en tout cas avec ceux qui leur ressemblent, à former des communautés par affinité, religieuse, politique, amicale ou autre. Est-ce que demain, la société finalement, puisqu'on parle souvent de grands chamboulements, on a toujours cette logique du peuple avec des élites, comment, par qui gouverner, comment, sur quel, modèle? Est-ce qu'en réalité, on ne se dirige pas vers une société, qui fonctionnerait avec, simplement des groupes humains, très parallèles, et qui chacun obéissent à leurs intérêts? Donc avec cette, probablement cette caste politique qui continuera à s'imaginer qu'elle a tous les pouvoirs et donc face à elle, de mini-sociétés dans la société qui finiraient par obéir à leur propre échelle de valeurs, à leurs propres, règles. Tout à fait, c'est un genre de libanisation, si on veut dire, hein, de l'Europe occidentale, où on va se retrouver en effet avec des groupements religieux, ethniques, culturels, linguistiques extrêmement divers, qui n'ont pas grand-chose en commun, avec un gouvernement qui sert essentiellement, et qui se justifie d'ailleurs, ou se légitime essentiellement à maintenir à peu près une paix entre ces différents groupes. Donc au fond, ce sera, j'imagine, beaucoup plus le modèle du Proche-Orient, qui depuis des siècles vit dans la coexistence pas tellement paisible, et certainement pas très amicale entre différentes factions musulmanes, chrétiennes, juives, tout ce qu'on peut imaginer, où il faut en effet un régime plus ou moins autoritaire pour le conserver. Singapour est un exemple aussi qui pourrait être, voilà, qui pourrait nous montrer vers où un pays comme la France pourrait tendre. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, il y aurait pas de cohabitation pacifique, possible. Il y a une étude qui est sortie récemment au Royaume-Uni qui explique que, c'est justement cette, fracturation de la société, avec différents pôles qui émergent, qui vont créer ces tensions, et probablement aboutir à une guerre civile. De la même façon, on a aussi reçu, Jean-Yves Gana qui nous expliquait que le vivre ensemble n'avait jamais existé, que c'est une utopie et que, factuellement, elle ne peut enfin, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc si demain on se retrouve avec effectivement cette société qui a vu émerger différents pôles, différentes petites sociétés en son sein, ça ne peut pas, cohabiter de façon pacifique éternellement. Il y aura forcément un moment ou un autre où ça finira, en tension, David Engels? Bah, c'est-à-dire la paix sociale est vraiment la fonction immédiate de la prospérité. Tant qu'il y a encore assez de production, de richesse pour pouvoir faire oublier ces divergences par des allocations sociales, c'est-à-dire tant qu'il y a assez d'argent pour payer ceux qui sont les plus mécontents et les plus dangereux, disons qu'une cohabitation peut fonctionner, non pas parce qu'on est dans une acceptation du vivre ensemble, l'amour, du Mmh. multiculturalisme, l'intérêt honnête par rapport à la culture de l'autre, mais tout simplement parce que voilà, tout le monde reçoit ce qu'il veut et en vit dans son coin et en construit sa propre forteresse. Mais à partir du moment, et ça s'approche quand même assez dangereusement, qu'il n'y a plus vraiment assez d'argent, à partir du moment où on est vraiment dans une crise économique, et à mon avis, ça viendra tôt ou tard, si ça ne vient pas de l'intérieur, ça viendra de l'extérieur par la concurrence avec la Chine, Mmh. par les possibilités de guerre et d'autres disruptions, par le désengagement des États-Unis. Donc à partir de ce moment-là où les caisses sont vides, là, ce vivre ensemble va tout simplement éclater. C'est ça le gros risque que je vois, et c'est pour ça que justement aucun gouvernement actuel n'a aucun intérêt à planifier une réforme solide pour dans 10 ou dans 20 ans, parce que de toute façon, on sait que ça va arriver. Donc l'essentiel, c'est de prendre autant de dettes que possible actuellement pour gagner encore 2, 3, 4 ans jusqu'au moment fatidique où ça n'ira plus. Et alors là, en effet,
ce sera la fragmentation actée, peut-être même du territoire français, Mmh. qui sait. On voit qu'il y a aussi la question de la revendication, des terres, puisque effectivement ça peut exploser au moment où il y aura simplement plus de sous pour pouvoir organiser ces multisociétés. Il y a aussi, ce moment où, différents, groupes tenteront, d'asseoir leur légitimité sur, des bouts de terrain et on voit que c'est déjà un peu le cas. Il y a par exemple ce phénomène, des, populations, rurales qui vivent très mal l'installation des néo-ruraux dans leur commune, et la façon qu'ils ont parfois d'imposer, leurs codes, leur commerce, leur mode de vie. On a aussi bien évidemment, ces quartiers dans lesquels, ces fameux quartiers perdus de la République, où en fait, par exemple, les forces de l'ordre n'ont plus, aucun pouvoir et qui sont, revendiquées effectivement comme des zones, de non-droit, presque un des régions, dans des régions à part, quoi. Oui, tout à fait. On aura la division d'abord territoriale entre les grandes villes qui essentiellement vont plutôt être dominées par les sociétés issues de l'immigration et plutôt l'espace rural qui restera plus français ou plus blanc ou plus autre chose. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait sans rappeler l'Antiquité tardive où finalement les derniers païens, ben, ce sont ceux qui ont survécu, pour ainsi dire, dans la ruralité, alors que les villes étaient essentiellement acquises au nouveau christianisme. D'ailleurs, comme vous le savez, le mot païen, pagani, signifie justement les habitants des champs. Donc c'est un peu ce qui est en train d'arriver là actuellement. Mais je crois au lieu vraiment d'avoir une fracturation actée du territoire, dans le sens d'un genre de fédéralisme qui dirait tel canton va là, telle ville va là, à mon avis, on aura plutôt un droit différent de citoyen à citoyen, c'est-à-dire par exemple la charia sera applicable pour qui voudra bien sous-signer, pour ainsi dire, à ce style de droit et qui préfère être jugé selon un autre droit va rester là-dedans. Donc on aura un genre de fédéralisme par les individus, comme c'est déjà le cas d'ailleurs maintenant en Belgique ou en Angleterre, où si vous voulez être jugé par un tribunal de charia, au lieu d'aller devant un tribunal tout à fait normal, ben, vous en avez tout à fait le droit, vous Mmh. faites la décision par l'imam, et à partir du moment où ce n'est pas en flagrante opposition avec le droit général, généralement le ministre de la Justice, il Mmh. co-signe et c'est bon. À mon avis, ça va aller de plus en plus vers ce genre de scission-là, mais je crois avec de plus en plus les villes qui vont être dominées par l'immigration. D'ailleurs, en Angleterre, c'est le cas. À peu près toutes les grandes, mais moyennes villes en Angleterre ont déjà maintenant des maires, ou en tout cas des majorités politiques, plutôt dominées par l'islam que par les Anglais de souche. Donc je crois que ça arrivera assez bientôt en Belgique ou en France également. Il faudra peut-être un peu plus de temps en Allemagne, mais en tout cas la France va Mmh. être prochaine. David Engels, vous avez travaillé justement sur la façon dont, une civilisation s'effondre. Est-ce que pour vous, justement, cette situation dans laquelle on se trouve, c'est un symptôme annonciateur de la chute de la civilisation occidentale? Bah, c'est-à-dire, ça peut encore durer certainement quelques générations, voire siècles. Si vous regardez vers disons, dans la phase finale de toute civilisation, vous avez des phénomènes de migration de masse et de fragmentation de la population. Déjà en Égypte du Nouvel Empire, vous avez les Libyens, les Asiatiques, les Nubiens qui fracturent cet État et qui vont prendre le pouvoir à la fin. Ou en Chine, vous avez les nomades du Nord, par exemple, qui vont détruire la première unification impériale sous les Han, et puis de toute façon l'Antiquité classique. Mais alors à chaque fois, comme on le voit à la fin de la République, il n'y a qu'un régime plutôt singapourien, autoritaire, augustéen, si on veut dire, qui arrive à maintenir une certaine cohésion sociale et politique, mais une cohésion qui n'est pas basée sur la solidarité de citoyens qui se reconnaissent les uns véritablement dans les autres et qui se reconnaissent comme une unité historique et culturelle, mais plutôt par des groupes fragmentés qui artificiellement sont maintenus par un régime à la fois fort et, disons, suffisamment fonctionnel pour garantir à tout le monde de trouver sa place. Je veux dire, c'est ça qui est la clé de compréhension des régimes du Moyen-Orient. Quelqu'un comme Assad, par exemple, ou comme les Assad, ben, leur fonction
était véritablement d'être sûr que ces différents groupes pour ainsi dire, ne s'entretuent pas, que le pays reste stable. Et tant que ça fonctionne, les différents groupes l'ont à peu près accepté. À partir du moment où ce genre de personnage disparaît, ben, on voit que le pays éclate et on voit donc tout ce potentiel de violence qu'il y a là. Et moi, je crains que nos différents États européens puissent aller dans un sens semblable. Et plus tard, enfin, plus que ça arrive tardivement, et plus il y aura véritablement question de peut se poser la question, qu'est-ce qui restera encore sur lequel on peut construire une nouvelle société et surtout dans quelle mesure est-ce que cette nouvelle société a encore des chances de rester véritablement européenne. Donc Mm. s'il faut un changement, il le faut très rapidement parce que dans 10 ou dans 20 ans, les paramètres démographiques vont imposer une structure totalement différente de gestion de nos sociétés. On sait que l'histoire aime avoir des héros, des figures providentielles. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui attendent l'homme providentiel pour redresser la France, qui ont même arrêté de voter en s'imaginant qu'un jour il y aurait cet homme qui arriverait et que là, d'un coup, tout redeviendrait plus simple et les choix politiques beaucoup plus évidents. Est-ce que vous croyez, vous, à cette figure? Parce que souvent, d'ailleurs, dans l'histoire, ce sont les hommes qui arrivent à fédérer, à créer des empires, à restructurer des sociétés. Est-ce que vous croyez à l'arrivée d'un homme providentiel? Et surtout, quand bien même il arriverait, est-ce que, il pourrait, mener à bien sa mission? Ou bien est-ce que de toute façon, la société est déjà, beaucoup trop morcelée pour que ce soit encore, possible? Bon, en tout cas, je crois que si on jette un regard aux États-Unis, avec là aussi maintenant le culte autour de Trump et je veux dire l'aspect presque césariste que prend ce régime-là, il n'est pas tout à fait impossible d'imaginer quelque chose de semblable chez nous. D'ailleurs, au contraire, je me dirais que c'est même relativement probable. La question, c'est juste de savoir, est-ce véritablement une bonne solution au long terme? Une fois de plus, quand je regarde dans l'Antiquité, où on voit l'émergence de figures comme César et puis Auguste, évidemment, Si. après les guerres civiles, bah, d'un côté, le programme de réforme, de restauration de l'État n'est pas négatif à tous les niveaux. Au contraire, surtout chez Auguste, on voit une véritable volonté de redresser la démographie, de restaurer le culte, de restaurer la moralité, de recréer un genre de cohésion patriotique civilisationnelle. Donc tout n'est certainement pas négatif. D'un autre côté, il faut le dire très clairement, ce régime, surtout augustéen, est, euh, pour ainsi dire, perçu comme étant hypocrite et un peu faux de la part de la plupart des Romains. C'est-à-dire, d'un côté, ils sont contents d'avoir l'ordre établi, d'avoir la fin des guerres civiles, d'avoir une administration à peu près compétente. D'un autre côté, on se rend compte de la fausseté inhérente de ce programme de restauration de la République par des moyens dictatoriaux, de la moralité par quelqu'un dans la propre vie morale, certainement pas tout à fait propre, etc., etc. Donc il y a ce genre de sentiment, ok, on participe à ce jeu comme si on restaurait la République et que tout allait de nouveau bien, mais personne n'y croit fondamentalement. Donc c'est plutôt un genre de moindre mal qui fait en sorte que cet État augustéen, et ça se rapporte à toutes les autres situations un peu semblables, va être accepté. Pour faire facile, c'est comme si vous aviez vraiment maintenant un personnage comme Emmanuel Macron, dans une autre incarnation, si vous voulez, qui est hissé ou qui arrive à se hisser par des moyens, on ne sait pas très bien, dans une fonction de personnage libérateur. Et même si la politique n'était pas tout à fait mauvaise, serait le personnage tel qu'il est. Je crois qu'il y aura Mmh. beaucoup de gens qui sont des dissidents aujourd'hui, qui les resteront probablement aussi sous un tel régime conservateur, parce qu'ils sentiront que ce n'est pas vraiment cela. C'est un peu comme la situation aux États-Unis, où je crois beaucoup de conservateurs votent ou seraient prêts à voter pour Donald Trump sans avoir vraiment cette impression que ce personnage-là incarne les vraies valeurs, le vrai conservatisme. Donald Trump n'est pas Saint-Louis. Et je crois que ça, tout le monde le remarque très bien. Et c'est, je crois, ça
véritable problème fondamental qu'a la droite pour le moment. Il manque une incarnation crédible et je ne suis pas sûr si on va l'avoir. Mmh. Merci David Engels, ça s'est transformé en entretien improvisé, mais vous avez été très bon dans Ouais, l'exercice. plaisir. Et puis on est content d'avoir pu compter sur vous. Régis Le Oui, Sommier nous revient de province et les pris dans les bouchons parisiens. C'est quelque chose qui nous ah, arrive à tous. pauvre. Voilà, donc on lui souhaite du courage, mais on Eh vous oui, remercie David Engels, c'était très agréable d'échanger tout avec à fait, vous. avec plaisir. Et puis je vous dis à la À semaine lundi prochaine. prochain. Merci.